Bonsoir à toutes et tous, salut le chat, salut Julot, salut Bugginer, salut Macarwan, salut Cal qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver certainement. Il est 18h à Paris, 19h à Beyrouth, 20h à Bagdad, 23h à Hanoï, il est déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch, bienvenue à toutes et tous. Ce soir on va parler du cancer du sein, pourquoi on va en parler Parce que ça touche plus de 60 000 personnes en France, un chiffre qui augmente depuis plusieurs années. On va en parler parce qu'il y avait du rose dans l'air et sur les murs hier soir, dimanche 1er octobre à Paris, avec notamment un défilé sur les Champs-Élysées pour ouvrir et pour lancer Octobre Rose. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Un défilé organisé donc sur la plus belle avenue du monde, en pleine Fashion Week, mais un défilé pas comme les autres, parce que sur le runway, sur le podium, on a vu défiler 99 femmes et un homme touchés par le cancer du sein, des personnes malades du cancer donc, mais aussi sans blouse blanche, des chercheurs, des médecins, des soignants aussi. On va en parler dans un instant. Bonjour Sandrine Planchon. Vous êtes directrice de l'association Ruban Rose. Vous allez nous expliquer un petit peu l'actualité de votre association. Pardon, je bégaye ce soir. Il y a Kyle qui est arrivé. Salut Kyle. À vos côtés, de l'autre côté, à ma gauche, Ludmila Zi, vous êtes journaliste. Il y a 2 ans, vous avez raconté dans un documentaire votre lutte contre le cancer du sein. Ça s'appelle Ludmila s'en va en guerre. Tout à fait. À votre gauche, Dominique Stoppé-Lyonnais, médecin, professeur de génétique à l'université Paris-Cité, anciennement Paris-Descartes. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et dans une deuxième partie d'émission, Ludmila, vous nous quitterez parce que je crois que vous avez un train. Et on changera le plateau. Il y a Patricia, alias Taratatou, qui est tatoueuse, couvreuse de cicatrices, qui nous rejoindra. Elle sera accompagnée de Mounia El-Kotni, qui est anthropologue de la santé. Ce sera aux alentours de 18h30. Sandrine Planchon, vous dirigez l'association Ruban Rose, qui organise Octobre Rose. C'est ça? Alors, qui organise? Vous êtes un partenaire majeur d'Octobre Rose. On est un acteur majeur d'Octobre Rose, mais peut-être que je reviens à la jeunesse d'Octobre Rose pour justement expliquer. Alors, Octobre Rose, vous l'avez dit, donc je ne vais pas être redondante, mais c'est un mois qui est dédié à la sensibilisation, à l'information sur les cancers du sein, devrais-je dire, plus que sur le cancer du sein. C'est pas Dominique qui me contredira, pardon. Il y a des cancers du sein. Mais oui. Je pense que ça, très juste. Voilà, je pense que ça, on n'est pas tous touchés par le même cancer du sein, il n'a pas la même agressivité. Ça, je laisserai plutôt la parole tout à l'heure à Dominique. Toujours est-il que sur ce cancer du sein, il est nécessaire d'informer, de sensibiliser, notamment à faire de la prévention, et puis de collecter des fonds pour soutenir la recherche qui en a grandement besoin. Et c'est les deux conjugués, ces progrès de recherche avec des traitements de plus en plus ciblés, une chirurgie de moins en moins invasive et un suivi régulier qui fait qu'on donne à ces femmes touchées, puisqu'il y a une femme sur 8 pendant sa vie qui peut être touchée par le cancer du sein, enfin qui est touchée, on lui donne le maximum de chances de survie si le cancer du sein en question est pris à un stade précoce, c'est-à-dire une tumeur qui fait moins de 2 cm, et on lui propose les traitements adaptés. Donc ça, c'est la note d'espoir, prévention et soutien à la recherche. Alors Octobre Rose m'avait demandé ce que c'était. C'est à l'initiative d'une femme en 92. Ça fait 40 ans que ça existe, Octobre Rose, c'est ça? Absolument, un petit peu plus. C'est une femme qui était touchée par le cancer du sein, qui s'appelait Evelyne Lauder, qui était la belle-fille d'Estée Lauder, du groupe de la marque éponyme que l'on connaît. Et cette femme, on est en 92 aux États-Unis. Je fais un peu de storytelling, mais je pense que c'est bien de remettre le contexte, puis bien de savoir que ça a été initié par une femme qui elle-même a été touchée. Et en 92 aux États-Unis, on est post-sida, ou même encore avec ce sida qui a ravagé, et donc une cause de santé publique que tout le monde a en tête, le fameux ruban rouge. Elle a un cancer du sein, et ça paraît dingue, mais le cancer, on n'en parle pas, c'est un mot tabou. Il y a 40 ans. Et elle se dit, il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, on ne pourra pas faire de prévention, on ne pourra pas faire de sensibilisation. Et donc, elle crée le mois d'Octobre Rose. Elle s'adosse à un média qui s'appelait Self Magazine, à une autre femme qui s'appelait Alexandra Pernay, parce qu'évidemment, les médias permettent de sensibiliser et de donner de la visibilité. Et puis, donc, le mois d'Octobre Rose est créé. Le symbole suite à ce ruban rouge est créé, donc le ruban rose, puisqu'elle voulait quelque chose, elle aimait bien le rose, comme Audrey Hepburn, et puis elle crée une fondation qui s'appelle la BCRF, la Breast Research Cancer Foundation, qui finance des projets de recherche, permet de
faire des bâtiments, de financer aussi des ressources humaines. Et puis l'année d'après, elle va en France et avec une autre femme qui s'appelait Evelyne Prouveau, qui était fondatrice du groupe Marie-Claire, elle modélise, si je puis dire, cette initiative et elle crée le Ruban Rose en France, un mois qui est donc le mois d'Octobre Rose. Avant qu'on devienne une association, ça a été une campagne qui s'appelait Le cancer du sein, parlons-en, parce que tabou. Voilà. Doublement tabou, parce que cancer était tabou à l'époque, et que cancer du sein, doublement, parce qu'on touchait à la féminité. Donc voilà. Voilà l'initiative d'Octobre Rose. Puis après, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, mais depuis, et c'est ce qu'elle souhaitait, tout le monde s'en est emparé. Les institutions publiques, les entreprises, les particuliers, il y a des initiatives partout sur le territoire, ça va de courses et événements sportifs à la vente de produits dédiés, à embarquer ses collaborateurs au sein des entreprises avec en plus une RSE qui se développe beaucoup. Et c'est ce qu'elle voulait. Donc en fait, oui, on a initié, Madame Evelyne Oder a initié avec le groupe Marie-Claire en France cette formidable initiative et mouvement collectif, et c'est devenu un mouvement d'ampleur, et ça la réjouirait, là où elle est, si elle nous regarde, de savoir que ça a pris cette ampleur, et que les bâtiments s'éclairent en rose, que c'est un écosystème absolument énorme, et que ça aide la cause, parce que c'est ça, en fait, l'important. Alors voilà pour l'actualité. Alors, on aurait pu aussi commencer peut-être par c'est à vous que je vais poser la question, Dominique. Il y a des cancers du sein. C'est quoi le cancer du sein? Ce sont quoi les cancers du sein? Un cancer du sein, en fait, c'est une prolifération d'une cellule qui se divise anormalement et très vite parmi les millions de cellules qui composent ce qu'on appelle les galactophores, les lobules du sein, qui fabriquent le lait chez la femme allaitante. Et il y a, on a pu repérer avec tout d'abord les analyses anatomopathologiques au microscope qu'il y avait différents cancers du sein. Certains partent dans des galactophores, d'autres des lobules, à d'autres différents endroits qui sont très différents mais qui touchent la même zone. C'est ce que vous êtes en train de dire? Je dirais qu'ils soient à la fois différents et qu'ils touchent des zones un petit peu différentes dans l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre du galactophore. Et puis ensuite, il y a eu, c'est plus récent, des caractérisations moléculaires, génétiques, où on a examiné les différentes protéines qui étaient exprimées dans ces différents cancers. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait en fait une assez grande diversité des atteintes et qui sont associées à une agressivité différente, mais aussi à une sensibilité différente à la chimiothérapie. Ça peut paraître paradoxal, mais je dirais que c'est heureux. Certains cancers très agressifs sont très sensibles à la chimiothérapie. Voilà. Et donc aujourd'hui, la médecine de précision a pour vocation justement de pouvoir trouver le bon traitement pour la patiente. Mais je dirais, prenons un exemple sur le cancer du sein, la première différence, ce sont et qui est ancienne, qu'on connaît depuis longtemps, c'est qu'il y a des lésions qui sont sensibles à l'hormonothérapie, ou plutôt à l'anti-hormonothérapie, aux anti-oestrogènes, et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc c'est un exemple de différence. Donc voilà pour le cancer en général. Ludmilla, on vous a diagnostiqué un cancer alors que vous n'aviez que 27 ans. Et oui. Votre documentaire s'appelle Ludmilla s'en va en guerre, un documentaire que vous avez écrit à la première personne. Est-ce que la guerre est terminée? Comment ça va? Ça va bien, merci. Donc c'est un documentaire que j'ai réalisé co-réalisé avec Nicolas Bourgoin, qui m'a accompagnée sur ce projet, et c'était super parce qu'on a pu rencontrer d'autres femmes qui étaient touchées aussi par la maladie, d'autres jeunes femmes. Et en fait, je pense que j'avais envie de le réaliser parce que j'ai envie de trouver de l'espoir. J'ai envie de voir des femmes qui vivaient la même chose, voir des femmes qui s'en sortaient après, qui vivaient bien après leur traitement, savoir comment les cheveux allaient repousser. Enfin, j'avais plein de questions en tête. Et du coup, pendant mes traitements, comme je venais de terminer mes études de journalisme, je me suis dit, je vais prendre ma caméra et puis je vais filmer tout ça comme une expérience, en fait. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais donc en métropole et mes parents vivaient en Nouvelle-Calédonie.
Et à la base, je m'étais dit, je vais filmer tout ça. Et puis, si un jour, ils ont envie de voir un peu ce que j'ai vécu, je pourrais le partager avec eux. Mais j'avais envie de réaliser un film, mais je ne pensais pas que ça allait se réaliser, que le rêve allait se réaliser. Alors, vous rencontrez des gens qui sont comme vous, qui sont très jeunes. Les cancers à cet âge-là, c'est assez rare. Moi, j'ai lu 3%. Je ne sais pas si ça correspond à une réalité statistique, mais j'ai lu ça. C'est véritablement exceptionnel. Avant 30 ans, c'est extrêmement rare. Même dans un contexte de prédisposition avérée, vous savez, on parle beaucoup des gènes BRCA1, BRCA2. BRCA1, c'est le gène, pas dont est plutôt c'est le gène qui est concerné, qui concerne Angelina Jolie. Elle est porteuse d'une altération du gène BRCA1. Mais dans ces situations-là, les risques sont surtout après 30 ans. Exceptionnellement avant 30 ans. Mais alors donc, ces jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles vous racontent? Vous aviez donc des points en commun? Oui, et là, quand on parle du fait que c'est rare pour les jeunes femmes, il y avait aussi quelque chose qui m'a un peu interpellée lorsque j'ai fait le film. Ça n'a pas du tout été mon cas parce que moi, il a été diagnostiqué assez rapidement. Mais comme quand on est jeune, en fait, on n'y croit pas. On se dit, non, c'est pas possible. Donc, en fait, il y avait aussi beaucoup de retard du diagnostic. Et dans le film, on soulève plein de problématiques que les jeunes femmes rencontrent, plein de questionnements qui sont différents. Je pense que quand on a un cancer, en général, de toute façon, on a des questions qui viennent en tête. Mais quand on est jeune, on a Pour vous, c'était une surprise totale? Ah complètement. Ouais. J'avais un kyste, en fait, dans le sein. Et puis, comme j'en avais régulièrement pendant mon adolescence, je me suis pas inquiétée plus que ça. Et c'est mon compagnon qui m'a dit, quand même, tu devrais aller voir une gynécologue, ça fait un petit moment que tu l'as. Et voilà. Et après, j'ai fait tous les examens qu'il fallait. Mais c'est vrai que ça a été un choc quand je l'ai appris, parce que pour moi, c'était pas. On communique très peu sur ce sujet parce qu'il y a peu de femmes touchées. Mais voilà, c'était aussi important, je pense, pour moi dans ce film, de dire que ça existe aussi chez les jeunes femmes. Et voilà. Professeur, je vous voyais acquiescer. Non, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je crois que c'est même une des raisons de cette émission. C'est une raison d'Octobre Rose, c'est de sensibiliser, de ne pas négliger un kyste. Et donc, la gynéco que vous avez vue ou le gynéco était très bien. Il n'a pas eu une attitude paternelle ou maternelle en rassurant. Et donc, il y a tout un équilibre à trouver. À la fois, il s'agit d'informer, mais il ne faut pas rendre non plus trop anxieuse l'ensemble des jeunes femmes qui nous occupent, qui nous écoutent, qui nous occupent aussi. Ça, c'est vrai. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je rebondis sur ce que dit Dominique. Sandrine Planchon. En effet, il faut passer des messages, informer sans rendre anxiogène, un sujet qui l'est énormément. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Mia, c'est que nous, on incite à l'autopalpation, parce qu'on peut repérer, vous disiez, des kystes, et en tout cas des anomalies, des grosseurs, des changements. Et en disant, et pareil sans être moralisateur, que cette autopalpation, elle est préventive, mais elle ne dispense pas d'aller, comme on va chez le gynécologue tous les ans, et bien d'aller aussi chez son gynécologue, sa sage-femme ou son médecin généraliste pour se faire palper par un professionnel de santé. Voilà, et je pense que c'est vraiment tout au long de l'année, alors on a la chance d'avoir ce mois d'Octobre Rose, mais de passer ce type de message qui est purement informatif, simple mais essentiel. Et quelque chose aussi d'assez important que j'ai découvert au fil du film et des personnes que j'ai rencontrées, le fait d'en parler, le fait que ce soit pas un tabou, que de savoir si nos parents ont été touchés, si nos grands-parents ont été touchés. Justement, dans le chat, il y a Kyle qui demande, il y a déjà des questions, est-ce que tu avais des prédispositions génétiques des membres de ta famille? Eh ben non, on m'a fait faire un test du coup génétique. J'imagine, il n'avait pas échappé au test. Mais non, en fait, voilà, on a rien trouvé. C'est pas forcément génétique. C'était pas forcément génétique. Dans ton cas ou généralement, professeur? Dans mon cas, vous Non, comment dire? On a un peu cette idée quand même que le cancer, il y a des prédispositions. Bien sûr, l'âge très jeune au diagnostic, c'est un élément, c'est un critère d'indication d'un test génétique. Un test génétique, c'est étudier ces fameux gènes BRCA1, BRCA2. Maintenant, il y en a. Je rappelle que vous êtes par ailleurs généticienne. Voilà. Il y en a 13, il s'agit de savoir s'il y a une altération. Et avec, là, une atteinte mammaire isolée, sont surtout les gènes BRCA1 et BRCA2 qui peuvent être le siège d'une altération. Et dans un contexte, une atteinte avant 30 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la connaissance, c'est moins de 15% des femmes qui sont atteintes sont porteuses d'une de ces altérations. Alors voilà, on répond pas, la génétique ne répond pas toujours à la question, mais
un tout petit bémol, c'est que aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait le tour des facteurs génétiques de prédisposition. Il y a peut-être des gènes qu'on n'arrive pas à bien étudier, il y a peut-être encore de nouveaux gènes, où il y a encore des combinaisons de facteurs de susceptibilité. Voilà. Donc juste peut-être, pardonnez-moi, un dernier point, je voudrais souligner, c'est que comment dire, les avancées, la recherche sur les cancers du sein, eh bien, elle avance avec les patientes, et en particulier la génétique. Ces gènes ont pu être identifiés grâce aux femmes atteintes, grâce à leur famille, et les progrès vont continuer d'arriver grâce à elles. Ludmilla ? Non, c'est ça, en fait, vous avez une banque de données dans lesquelles vous avez, Du matériel Oui, c'est ça, du matériel. Et moi, je sais qu'il y avait une petite zone d'ombre au niveau du gène BRCA1, mais étant donné les résultats qu'ils avaient trouvés, ils m'ont dit, on estime que ce n'est pas... Je vois. Ils ont dû trouver ce qu'on appelle un variant de signification inconnue. C'était ça, j'avais oublié le terme, mais c'est ça. C'est ça. Et là, c'est... Vous pouvez peut-être expliquer à nos viewers, à ceux qui nous regardent, ce que c'est, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient tous au courant, professeur. Non, mais en simple, notre patrimoine génétique, c'est à peu près 2 fois 3 milliards de paires de bases. Les gènes qui codent pour des protéines, c'est 1%, 1,5%. Donc 2 fois 3 millions. On a 22 000 gènes. Et nos gènes, on a une séquence, je dirais, moyenne, globale. Mais il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre. Et donc, il y a des variants, puisque faire une séquence, c'est rechercher un variant pathogène. Il y a des variants pour lesquels on s'engage parce qu'ils nous donnent un signal d'arrêt de synthèse de la protéine. On parlera de variants pathogènes. Et puis, il y a des variants presque aussi nombreux que les pathogènes, dont aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Et donc, c'est pas spécifique à BRCA ou d'autres, c'est un problème général en génétique médicale, mais c'est beaucoup pour BRCA2. Et d'ailleurs, Ruban Rose m'a attribué un prix cette année pour justement poursuivre les recherches pour interpréter les variants de signification inconnues. Il y a des tas d'approches, je passe là-dessus, mais pour dire que c'est un sujet majeur, et donc l'équipe qui a fait le test ne va pas vous lâcher comme ça. Va revenir vers vous. Mince alors. Voilà, mais avec peut-être aussi l'idée, probablement, de rassurer, de dire, voilà. Non, il faut le classer, ce variant. Mais je trouve qu'on est quand même très bien accompagné, très bien pris en charge en général, et c'est chouette. Il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur le chat, donc salut Wendy, salut qui ? Salut Nightbot aussi, salut Nightbot, qui vous invite à aller sur le Discord du Talk. Il y a Wendy qui dit, c'est moi, je suis très, est-ce que le pôle génétique sur lequel on travaille est assez varié en recherche ? Recherchez-vous des patientes ? Je comprends pas bien ta question, Wendy. Bon. C'est peut-être une bonne volonté. C'est une bonne volonté pour servir de... à la recherche. Bon, merci Wendy. Et il y a Buginer qui dit « Je suis très heureux des avancées scientifiques et associatives sur ce sujet pour être le fils d'une maman décédée dans les années 80 du cancer du sein. » Et on a Tutur qui vient d'arriver. Hello Tutur. Avant qu'on commence le stream, on avait dit qu'on allait parler du dépistage. Et j'ai découvert que c'était pas polémique, mais qu'il y avait un peu du pour, il y avait un peu du contre. Est-ce que l'une de vous trois veut se lancer le dépistage, on le fait à quel âge ? Est-ce que le dépistage, c'est nécessaire ? Est-ce qu'il faut dépister tout le monde ? Comment il faut dépister ? Comment il ne faut pas dépister ? Alors, je commence. Désolé. Je commence, Sandrine. Et je ne savais pas avant qu'on commence que c'était si touchy. Alors, comme vous l'avez dit vous-même. Là, je dirais, il faut distinguer. Ce dont on parle plutôt, en général, c'est le dépistage organisé. C'est-à-dire le dépistage organisé dans la population, organisé par nos tutelles, par le ministère de la Santé, et puis c'est l'Institut national du cancer, enfin voilà, et l'État. Et donc ce dépistage organisé offre, c'est pas une obligation, offre à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans de faire une mammographie tous les 2 ans. Et alors il y a toute une discussion, on pourrait se dire, pourquoi pas avant, puisque presque 20% des cancers du sein surviennent avant l'âge de 50 ans. Et pourquoi pas après 74 ans, puisque presque 20% surviennent après 74 ans.
Et en fait, c'est là où c'est une question très difficile, c'est que l'idée du dépistage, c'est un peu sur une ligne de crête, c'est dépister un cancer du sein, c'est faire un diagnostic du cancer du sein très tôt. Le diagnostic précoce est très important, avec l'idée de diminuer la mortalité par cancer du sein. Simplement, le dépistage, il y a quelques travers. On va avoir parfois des résultats qui sont faussement positifs. On voit une image, ça va induire d'autres examens. Et parfois qui sont faussement négatifs, notamment chez les jeunes femmes qui ont des seins très denses. Et donc, voilà, il y a c'est quoi, c'est un problème de budget de la Sécu, de la Sécurité sociale? Non, on pourrait dire quand même que la Sécurité sociale est très généreuse en proposant, en organisant. On ne peut pas imaginer ce que c'est les centres de gestion qui invitent les femmes par courrier tous les 2 ans. Ce sont des millions de femmes. Et c'est aussi une contribution. Faut ajouter que le dépistage repose sur les cabinets de radiologie, sur certains hôpitaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une très belle action. Il y a une équité d'accès au niveau territorial. Et puis surtout, on a montré que le dépistage, avec sa double lecture, aujourd'hui permettait un diagnostic précoce et de qualité. Donc, entre 50 et 74 ans. Maintenant, il y a des tas de discussions. Est-ce qu'il faut le faire avant 50 ans ou continuer après 74 ? Et la réponse aujourd'hui est... Alors, il y a excusez-moi, je voudrais rappeler que dans ce qu'on appelle la stratégie décennale de l'Institut national du cancer, en un mot, c'est les 10 ans, la stratégie dans les 10 ans à venir. La question est posée de savoir est-ce qu'il faut modifier les bornes du dépistage. Donc l'INCa, il réfléchit, pas tout seul, avec bien sûr tous les experts. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que on va probablement s'orienter vers un dépistage personnalisé. Notamment avant 50 ans, en prenant en compte l'histoire familiale, l'histoire familiale proche, c'est des facteurs génétiques de susceptibilité, et puis des caractéristiques individuelles. Le fait de ne pas avoir d'enfants, le fait d'avoir une densité, notamment une densité mammaire élevée. Et il y a une étude très importante qui est faite au niveau européen, mais qui est conduite par la France, qui s'appelle MyPEPS, My Personal Breast Screening, et qui est conduite par Dr Suzette Delaloge, à Gustave Roussy, et coordonnée par Unicancer. Et donc, avec l'idée d'inviter, si je ne me trompe pas, 40 000 femmes, 40 000 femmes, dont je crois que c'est 2 fois 40 000. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est énorme. Il me semble qu'en effet, c'est... Voilà, c'était, vous voyez, l'ordre de grandeur. La moitié aurait ce dépistage adapté, personnalisé, en prenant en compte tous les facteurs que j'ai dit. Et puis l'autre moitié serait dans le dépistage classique. Et l'idée est à la fois d'anticiper le dépistage avant 50 ans dans certains cas et de voir son intérêt en le mesurant sur le diagnostic d'un cancer dans les 5 ans, ou aussi de faire une désescalade, c'est-à-dire de diminuer le rythme d'aller à 3 ans, etc. Voilà. Ludmilla, je profite que vous soyez encore là, parce que je vois que l'heure tourne, que vous allez nous quitter dans 5 minutes, quand votre portable va sonner avec votre réveil. Je sais, vous m'avez prévenu. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais dans ce cas-là, vous me dites que non, puis on n'en parle pas. Mais au moment où vous êtes dépisté, c'est quoi la machine qui se met en place ? Comment votre vie change ? Elle a changé radicalement parce que je faisais mes études en Australie. Donc j'étais censée repartir là-bas avec mon compagnon. Donc en fait, on est resté en métropole. Donc il y a eu un gros changement. Mais je me souviens de ma première réaction, et ce qui peut paraître étrange, c'est que j'ai pas tout de suite pensé à la mort. En fait, je me suis dit, mais je vais perdre mes cheveux. Est-ce que je vais pouvoir garder ma poitrine ? Et c'était vraiment la préoccupation première que j'avais. Et après, il y a eu la question de est-ce que je vais pouvoir rester en vie ? Mais en même temps, le médecin m'avait dit, bon, ça va être long, mais on va pouvoir vous soigner. Et donc, ça m'avait déjà un peu rassurée. Mais c'est sûr que c'est un grand bouleversement, beaucoup de changements dans une vie. Et puis, on sait que pendant presque 1 an, on va avoir des traitements. On voit son corps petit à petit se changer, se métamorphoser. Donc, ouais, c'est un changement. Et puis, même après, c'est un changement aussi, parce que je pense qu'on voit la vie un peu différemment aussi. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais je pense que vraiment... La vie prend une autre saveur après. Ouais, c'est ça, en fait. On savoure les choses différemment. On va relativiser davantage. Et puis, ouais, vraiment, je pense que ça peut aussi être
transformer en une force. Voilà, de passer par cette épreuve-là. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ? Vous allez me dire le cancer, oui. Oui, il y en a eu quelques-unes. Question est un peu idiote, mais dans cette étape vers la guérison. J'étais très bien entourée, j'ai été très bien prise en charge, donc ça a aidé, je pense. Ça a vraiment beaucoup aidé. Et puis j'ai pu rencontrer d'autres jeunes femmes aussi qui étaient touchées. J'ai utilisé un peu les réseaux sociaux pour communiquer à ce sujet. J'ai trouvé plein d'autres femmes qui faisaient la même chose, avec toute une communauté de femmes qui avaient vécu la même chose. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, ouais, en fait, oui, vous vouliez me poser une autre question ? Non, c'était ça, ouais, c'était exactement ça la question. Et si on peut tenter une synthèse de votre documentaire, les personnes que vous avez rencontrées, elles vous ont dit quoi en réalité ? En fait, c'est très protéiforme, c'est très différent. Alors, chaque cancer est différent, chaque cancer du sein est différent, là, toutes vécues d'une façon différente aussi. Mais donc, il y en avait une qui était plus jeune, qui avait 22 ans, moi qui l'avais eu à 27 ans, une autre aussi qui l'avait eu vers 29 ans, et puis une un peu plus âgée qui l'avait eu vers 30 ans. Donc, on avait tous des parcours complètement différents, et on était à des étapes différentes de la maladie. Donc, oui, en fait, à travers le film, on a pu montrer, en fait, j'ai mon réveil qui sonne, il va falloir que j'y aille. Si vous voulez savoir la suite, regardez le film. Où est-ce qu'on peut le trouver, votre film ? Alors, le film, je pense qu'il est encore disponible en replay sur M6, Teva. Voilà, je pense qu'il est disponible à ce moment-là. Je ne sais pas encore s'il sera diffusé à nouveau cette année. Les modérateurs, exceptionnellement, vous avez le droit de renvoyer vers M6, qui n'est pas une chaîne du service public, mais on a le droit ce soir. Ludmilla, merci d'être passée au troisième étage de la Maison de la Radio. C'est promis, il est 18h28. Passez le 30 secondes, je vous libère. Super, merci beaucoup. Et revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci beaucoup. Et on continue avec vous, mesdames. On va faire un petit changement de plateau. Alors, il y a Mathis, le programmateur de l'émission, qui est allé chercher nos deux autres invités. On va faire un petit aménagement. C'est pas très joli, c'est pas très pratique. Le studio permet en fait d'accueillir 3 personnes. Là, on est un petit peu plus. Donc, je suis désolé. Vous allez devoir vous regarder un petit peu comme ça. Désolé. Mesdames, bienvenue. Si vous voulez de l'eau, faites-moi signe et je vous sers. Vous savez-vous maintenant. On est sur Twitch. Vous avez le droit de bouger. C'est pas grave du tout. Pardon le chat. On s'installe tranquillement. Quelle heure est-il ? 18h30. Donc Ludmilla est partie. Salut Patricia, alias Taratatou. C'est plutôt Patricia ou plutôt Taratatou ce soir ? Patricia, c'est bien. Patricia, vous êtes tatoueuse, couvreuse de cicatrices. C'est un peu ça. On va revenir dans un instant. À votre droite, vous, c'est Mounia El-Kotni. Salut Mounia. Vous êtes auteur de Impatiente. Vous allez en parler dans un instant. Et vous êtes surtout anthropologue de la santé. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue. Patricia, vous êtes donc tatoueuse, mais vous êtes une tatoueuse un peu particulière. Vous pouvez nous raconter un peu la journée d'une Patricia. Vous exercez où, Patricia, d'ailleurs ? Alors, dans le 11e, j'ai un petit atelier. Le 11e arrondissement de Paris. Oui, voilà, à Paris. Et c'est un petit atelier d'artiste. Je suis toute seule. Je travaille toute seule depuis très longtemps et avec beaucoup de femmes parce que effectivement, j'accueille des personnes qui ont subi des cancers, alors pas que, j'ai aussi un petit peu toutes sortes de personnes, mais quand on vient faire un tatouage, je dis souvent que le tatouage c'est un peu thérapeutique. On vient un petit peu guérir et passer des étapes de sa vie. Donc après des cancers, après des maladies, après des accidents, on tourne une page. Et souvent, ces femmes, elles viennent tourner une page de cet épisode. Ces femmes viennent parce qu'elles ont subi une mastectomie. Oui. Alors, qui peut expliquer peut-être à nos jeunes viewers ce qu'est une mastectomie ? Peut-être vous, professeur ? Une mastectomie ou mammectomie, en fait, c'est l'ablation de la glande mammaire. Très souvent, quand même, on peut garder l'étui cutané, mais pas toujours le mamelon. C'est là où intervient Patricia. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu une reconstruction. On a retiré le sein, on reconstruit le sein. Et derrière cette reconstruction, il y a des cicatrices. Un petit peu, des fois beaucoup même, parce que voilà, il y a des tumeurs importantes, plus importantes que d'autres. Et effectivement, il faut réhabiller ce sein.
Donc en fait, c'est là que j'interviens. Je suis un peu, des fois, je suis un peu comme une styliste. Vous aviez dit à notre consort Ariane Schwab, qui est par ailleurs une amie et consort avec qui j'ai beaucoup travaillé au 4e étage de la Maison de la Radio, vous aviez dit dans une interview que vous lui avez donnée, je pense que vous l'avez reçue chez vous, vous aviez dit, je dis souvent que je travaille un peu comme une couturière, je fabrique un nouveau costume. Oui, très joli. c'est ça, c'est un peu ça. C'est un nouvel habit, une nouvelle parure. C'est la possibilité de se regarder à nouveau dans la glace, en fait. Souvent, mes clientes, elles me disent, c'est un peu la thérapeute qui parle, hein, là. elles me disent, voilà, je me regardais plus, j'attrapais le peignoir vite fait en sortant de la douche, et puis là, à nouveau, je passe devant le miroir et je m'admire à nouveau. Je me regarde, je regarde mon corps, je regarde mes seins. Voilà, j'ai retrouvé une partie de ma féminité et c'est formidable. Voilà, ça c'est une grande réussite, hein, quand elles me disent ça. Alors on est dans un monde où on parle quand même très souvent des hommes, et pour une fois on parle des femmes, mais il y a quand même Kyle qui demande, j'ai cru comprendre que les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein. Quelqu'un peut répondre très rapidement à Kyle, et puis après on revient quand même aux femmes qui sont essentiellement touchées, je crois. Alors oui, je vais préciser, 1% des hommes sont touchés par cette maladie. Moi je ne le savais pas avant de piloter l'association. Moins d'1% des hommes, non. Alors on dit 1%. Moi, c'est des chiffres que j'ai. Pour 1% des hommes, sont les hommes qui ont une altération du gène BRCA1. BRCA2, c'est 5%. Mais pour moi, c'est plutôt 1 pour 1000 à 1 pour 2000. Donc c'est très très rare. C'est très rare. 1% des hommes, ce serait beaucoup. Alors nous, c'est des chiffres qu'on communique, mais qui sont peut-être à revoir. Du coup, vous mettrez en relation. Par contre, non, peut-être le chiffre, c'est 1%. Des patients. 1% sont des hommes. Ouais. C'est pas 1% des hommes qui ont un cancer du sein. Oui, alors C'est parmi les personnes atteintes, 1% sont des hommes. Bon. Et donc, on a fait hier défiler un homme parmi 99 femmes, un homme atteint, voilà, qui s'appelle Franck, du cancer du sein, pour justement sensibiliser au fait que un homme peut être touché. Et malheureusement, comme on n'est pas très prévenu, et bien quand ça se déclare pas forcément. Ça se déclare, ça peut on peut s'en apercevoir tardivement. Exactement. C'est ça que je veux dire. Comme les hommes ne sont pas informés, il y a un retard au diagnostic, quoi, tout simplement. Bon, mais ça concerne assez peu d'hommes tout de même. Donc on va laisser cette proportion-là dans le temps qu'on va consacrer à l'émission. Mounia, alors il faut que vous passiez les micros. Je suis navré. On vous reçoit mal ce soir et j'en suis désolé. Je vous présente les excuses de France Info. Mounia, vous êtes anthropologue de la santé. Vous avez coécrit Impatiente avec Maëlle Signaud. Maëlle qui est décédée à 33 ans d'un cancer métastique du sein. Impatiente, c'est son témoignage. C'est quoi l'histoire de Maëlle ? Alors, Maëlle, et j'écoutais Ludmilla tout à l'heure, effectivement, les femmes jeunes représentent un pourcentage moindre dans le cancer du sein, mais quand ça arrive, tout comme pour rebondir ce que vous disiez sur les hommes, en fait, comme on ne s'y attend pas, et comme aussi les professionnels de santé en voient moins, et ben du coup, il peut y avoir des retards au diagnostic. Et donc Maëlle, ça a été dans ce cas-là, contrairement à Ludmilla, elle a eu des personnes qui ont essayé de la rassurer en lui disant que sans antécédents, c'était probablement pas un cancer, que ça pouvait être le stress ou d'autres choses. Et puis elle a eu un cancer du sein métastatique, et en fait elle s'est confiée à moi. On s'est rencontrés dans d'autres cercles militants féministes, en me disant toi tu écris, moi je travaille sur la santé des femmes et en particulier sur le rapport entre la médecine et les femmes, et donc j'avais écrit sur l'obstétrique, les violences obstétricales en particulier, et elle m'a dit j'ai besoin d'un endroit pour déposer ce que je vis, parce que le cancer m'a fait décaler mon regard, m'a fait regarder et me questionner sur cette féminité qu'évoquait Patricia. Qu'est-ce que c'est en fait que d'être une femme? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Pour ce qu'on me propose, est-ce que c'est pour me guérir, ou est-ce que c'est pour essayer de me rassurer, de me faire rentrer dans cette norme de la féminité, de ce qu'on attend d'une femme dans notre société aujourd'hui? Et donc à partir de là et de notre dialogue est né le podcast, d'abord Impatiente, qu'on a fait ensemble et que j'ai terminé suite à son décès pendant le podcast. Et donc ensuite on avait au départ un projet livre, et donc j'ai continué ce projet, ce qui a permis d'approfondir avec l'aide de sa famille, de ses amis qui ont remonté des historiques. C'est vraiment un travail d'amour en fait, de se dire qu'est-ce que Maëlle nous laisse, quelles questions elle nous laisse. Et donc à partir de l'anthropologie et de son vécu, on a écrit ce livre Impatiente, une exploration féministe du cancer du sein, avec une analyse de ce parcours sous l'angle des injonctions à la féminité que vivent les femmes. Vous dénoncez un peu le fait qu'on ramène le cancer essentiellement à la féminité, qu'on cache derrière...
on cache le mot cancer, on met la féminité devant le mot cancer. C'est un peu ça ce que vous dites dans le film ? En fait, ouais, Maëlle a cette citation en disant parfois je me demande en fait qu'est-ce qu'on soigne ? Est-ce qu'on soigne le fait que je sois moins femme ou est-ce qu'on soigne le fait que je sois malade ? C'est ça ? Exactement. C'est vraiment des interrogations qu'on tisse tout au long du livre en regardant à la fois le traitement médiatique du cancer. Et moi, j'interroge le fait qu'aujourd'hui, depuis 48 heures, il y ait du rose absolument partout. En fait, qu'est-ce que ça nous renvoie en fait ? Si on creuse, on se dit le rose, c'est la féminité, mais c'est aussi les petites filles. En fait, on réassigne les femmes à leur genre. On n'a pas cette chose-là pour d'autres types de cancers qui ne sont pas spécifiquement féminins. On n'a pas le pendant vraiment pour les cancers masculins. Donc en fait, on s'interroge sur cette féminité-là et aussi sur tout ce qui est la féminité plus sociale. Donc les attentes. Les femmes sont assignées aux soins, les femmes prennent soin des enfants, prennent soin des personnes âgées et sont invitées de toute façon en grandissant à ne rien lâcher et à s'occuper de tout. Et en fait, quand elles deviennent atteintes, quand elles sont atteintes d'un cancer, ça prend le pas. Cette socialisation genrée qu'on a, de toujours s'occuper de tout et de ne pas se taire, de ne pas se plaindre, ça continue. Et donc, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « La double, triple, quadruple peine », qui est une citation d'Anne-Sophie Tuzinski de Cancer at Work qu'on avait interrogée. Et en fait, où on se dit, les femmes vont continuer à s'occuper des enfants, à faire leur chimio avant d'aller au travail, à surtout ne rien laisser paraître. Et au bénéfice de qui ? Est-ce que c'est leur choix ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne pour les soutenir derrière ? Dans une interview que j'avais donnée à Paris Match, que j'ai lu cet après-midi, vous répondiez à Vanessa Bois-Landry, qui est journaliste là-bas. La première des injonctions vécues par les patientes, c'est celle de l'apparence physique. Ça peut venir de la bienveillance de l'entourage, qui ne sait pas comment réagir, qui a toujours envie de dire quelque chose, quitte à ce que ça tombe à côté, en complimentant le physique, par exemple. Tu vas maigrir avec ta chimio, tu n'auras plus besoin de t'épiler, qui sont des phrases que les patientes entendent souvent. Ça, c'est revenu même dans la littérature. La dessinatrice Lily Son en parle dans sa BD. Elle dit qu'elle l'a entendu. En fait, oui, c'est maladroit. Et clairement, c'est aussi parce que j'ai écouté la première partie d'émission. Vous le disiez, on n'entend pas le mot cancer. Enfin, on l'entendait pas dans les années 90. Aujourd'hui encore, je vois des articles décédés d'une longue et douloureuse maladie. Enfin, ce mot cancer, on le dit pas. On n'est pas confronté, même nos sociétés occidentales, à la mort. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude ni d'évoquer, ni d'être confronté, ça c'est plutôt l'anthropologue qui parle, et du coup on n'a pas, en perdant ces rites-là, en perdant ce dialogue et en cachant le mot cancer, les personnes ne vont pas savoir quoi répondre. Et donc on va se rabattre à des choses très physiques en fait. Même il y a des patientes qui le disent, on m'a dit super, tu vas avoir des nouveaux seins. Ce genre de choses. Je trouve assez aberrant, même si après, on le met sur le truc de la maladresse. Cancer, Sandrine, parce que je peux pas imaginer que vous êtes d'accord, vous êtes forcément un petit peu en désaccord. Alors, et c'est très bien, que vous soyez pas forcément d'accord. Ça permet peut-être de cacher le mot cancer. Ça permet aussi de peut-être d'aller consulter, de lever un tabou. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'on a. Je dis pas que ça n'existe plus, mais je serais plus modérée. Je pense qu'on a fait quand même un grand chemin depuis que Octobre Rose existe et qu'on parlait des années 90. Je pense, tous les témoignages que j'ai, et encore une fois, il y a évidemment des cas particuliers, mais je pense que j'irai pas sur le débat de parler de la mort, mais en tout cas, le cancer, je pense que les femmes osent en parler et que cette sensibilisation, moi je vois sur les réseaux, on est en lien à l'association, même si on n'est pas une association de patientes à proprement parler, on a quand même une communauté qui grandit et les femmes en parlent. Et quand je vois hier l'événement qu'on a fait, et ça fait 3 ans qu'on réunit des femmes, donc on crée un écosystème et une communauté de femmes touchées, ou guéries ou en rémission. Elles sont tellement, justement, c'est tellement important pour elles d'en parler entre elles, d'en parler en termes de sororité à toutes celles qui le... Donc voilà, je trouve qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. L'association Octobre Rose, le reportage que je n'ai pas encore vu, le film plutôt, de Ludmilla, apporte des valeurs plus que des valeurs, une véritable solidarité qui est, je pense, extrêmement apaisante.
et dans lesquelles, je pense, des hommes sont aussi embarqués. Il n'y a pas que des femmes. Pourtant, quand elles sont touchées par la maladie, Alors, souvent, elles se sentent seules. Enfin, moi, souvent, j'ai ces femmes qui me disent c'est moi qui rassure mon entourage, c'est moi qui prends en charge mon mari. Je dois vraiment rassurer tout le monde, alors que c'est moi qui ai besoin d'être rassurée. Donc, souvent, il y a ça aussi. Elles se sentent quand même très seules. Alors ça, c'est un autre débat. Parce que là, on parlait du fait d'en parler. Après, alors, elles la en solitude... parlent, mais elles n'en parlent pas forcément à leur entourage. Oui. Elles vont en parler justement à d'autres personnes malades, à leurs médecins, mais dans leur entourage proche, leurs amis, leurs maris. Là, elles se sentent beaucoup moins soutenues. Mais ce que disait Dominique, et je pense que tu voudras peut-être en parler, mais c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur, d'ailleurs, ce que mentionnait Ludmilla, c'est tout ce qui est qualité de vie, donc l'accompagnement psychologique. Et on est quand même dans un pays où aujourd'hui, les initiatives, et notamment d'associations, en termes de qualité de vie, ont aussi beaucoup progressé, je trouve. Je ne sais pas ce que, Dominique, tu en penses. Ah oui, non, je pense que la qualité de vie est essentielle. J'ai même aussi envie d'ajouter l'activité physique adaptée, qui est un point extrêmement important, qui a un intérêt d'abord dans le bien-être, qui n'est pas genré, l'activité physique adaptée. Je pense pas. Enfin, en plus, c'est un discours, c'est vrai, pour toutes les localisations tumorales. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait de l'amélioration de la qualité de vie, qu'elle soit esthétique, psychologique. Oui, c'est devenu... Enfin, c'est essentiel et c'est vraiment heureux que ce le soit. Et je voudrais même ajouter, il y a un terme, je trouve, enfin, c'est pas un terme, mais une démarche qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la démocratie en santé. C'est la capacité justement pour les personnes malades et leurs proches de faire part de leur expérience à la société, mais aussi au corps médical, et de contribuer aux recherches, à leur prise en charge. Je trouve que c'est extrêmement... Voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est très encouragé par l'Institut national du cancer, j'imagine aussi par des associations, notamment Ruban Rose, et qui, justement, a pour vocation de, plus que de donner la parole, de rendre actrices les personnes atteintes de telle ou telle maladie. Démocratie en santé, c'est pas que le cancer du sein. Voilà, et donc je pense que c'est très... C'est ce que tu appelles une patiente experte ? Alors ça en fait partie, effectivement, les patientes experts, l'éducation thérapeutique par les pairs, en quelque sorte par les patients, en font partie. Pour le coup, je travaille sur les inégalités sociales de santé. Donc en fait, voilà, qui a accès ? C'est vraiment un enjeu crucial, cette question de la démocratie. Qui peut prendre la parole ? La question de la littératie en santé, c'est pas uniquement parler français, c'est comprendre en fait le jargon médical. Et donc il y a effectivement tous ces parcours de patientes qui deviennent expertes de leur maladie, qui travaillent avec leurs professionnels de santé et qui a accès même au dépistage en fait. Les taux, on voit, sont très inégaux sur le territoire, pour parler que de la métropole. Du coup, en fait, il y a vraiment de gros enjeux sur cette question des inégalités de santé si on veut que la démocratie en santé fonctionne. Vous n'êtes pas d'accord, professeur ? Non, je ne suis pas d'accord, parce que bien sûr que il y a des inégalités en santé. Un point sur le dépistage. Le dépistage, justement, a pour vocation une équité d'accès social et territorial. Donc c'est vraiment bien. Mounia, il faut que vous parliez. Ah bah si. Les départements, enfin on le sait, en Seine-Saint-Denis, les tumeurs sont dépistées plus tardivement. Enfin, je dis pas que l'initiative est une égalité. Je renvoie au très beau travail, l'enquête de la Ligue nationale contre le cancer qui vient de sortir, où ils ont examiné, en interrogeant un très grand nombre de femmes, avec, j'imagine, enfin voilà, c'est une enquête bien faite qui est représentative de la société, et finalement les difficultés sont plus pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui à peine 50% des femmes qui participent au dépistage du cancer du sein, et on voit une diminution progressive avec les années, une espèce d'amenuisement. Pour quelle raison ? Et pour quelle raison, en fait, j'étais très frappée. C'est pas les inégalités économiques qui arrivent en premier, pas du tout. C'est l'anxiété. C'est l'anxiété d'un diagnostic, l'anxiété d'un acte, d'une mammographie qui presse le sein, qui peut être douloureuse. C'est de ne pas se sentir concerné, mais c'est une façon d'éviter. On est dans l'évitement, une forme de déni. Et donc, ça m'a beaucoup frappée, parce que je me dis, là, c'est
c'est pas un problème médical, enfin, c'est pas un problème, je dirais, véritablement social. Alors, bien sûr, je peux pas nier qu'il y ait des personnes qui soient plus difficiles à toucher, mais ce n'est pas que ça. Loin de là. Et donc, il y a toute une problématique, justement, d'accompagnement, d'information. Et si cette information, elle est faite par des femmes qui ont elles-mêmes été touchées par le cancer, c'est exactement ce que fait Ludivine. Je pense que c'est très important. C'est la problématique de Ruban Rose. Voilà, c'est l'information. Alors, il y a, pardonnez-moi, il y a Rosalie qui vient de nous rejoindre. Salut Rosalie, qui dit bonjour, l'anxiété, bah oui, et aussi une sorte de maltraitance pendant l'examen. Et ça m'amène à une question que je voulais poser alors à Mounia, mais en fait à vous quatre, parce que je pense que vous avez chacune un avis. Mais Mounia, c'est parce que vous en parliez dans le livre que vous avez coécrit avec Maëlle. Vous évoquez le tabou des violences oncologiques. C'est-à-dire des violences qui sont dénoncées en gynécologie, en obstétrique, mais pas vraiment dans le domaine du cancer. Oui, en fait, on a construit ce terme en miroir du terme de violence médicale et spécifique des violences gynécologiques obstétricales pour interroger et se dire, en fait, qu'est-ce qui se joue au niveau des violences et des maltraitances dans le cas du cancer qui est spécifique. Et ce qui est spécifique, c'est évidemment la question de la mort, la question d'une inégalité de pouvoir entre soignantes et soignées qui est amplifiée par cette question du diagnostic et à la fois, et vous l'évoquez, la peur de l'examen, quelque chose qui font mal, en fait, ça fait mal physiquement, et donc se dire comment, il y a une étude qui montrait que si c'est les patientes elles-mêmes qui pouvaient régler l'intensité de l'appareil, ça marchait mieux. Donc en fait, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire vraiment tout l'objectif de ce chapitre et de notre travail en général, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour une meilleure médecine, pour un meilleur diagnostic et des chances de guérison. Donc en fait, c'est interroger qu'est-ce qui se joue dans cette relation et où pourraient se cacher les maltraitances. Et donc là, après, je ne vais pas m'étaler sur les témoignages, mais on trouvait que c'était vraiment important de se confronter à ça pour pouvoir avancer ensemble. Quelqu'un veut réagir ? Moi, je trouve que le mot maltraitance est très fort, et trop fort pour moi. Et par contre, que des femmes puissent proposer des conduites d'examen un peu différentes. Je trouve que c'est très utile, très intéressant de voir une mammographie, de faire en sorte que ce soit la femme qui appuie sur la plaque. Enfin, et je crois d'ailleurs que ça... Enfin, je crois... J'ai déjà fait, je pense. À mon avis, ça se passe souvent comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut améliorer les choses. Mais je trouve que dénoncer comme ça d'emblée des maltraitances, c'est aussi très rude pour l'ensemble du personnel, non seulement médical, mais du professionnel de santé qui font au mieux. Et c'est bien rare, vraiment, les maltraitances. Enfin, moi, je suis un peu heurtée par le terme, je le dis, mais on peut discuter. Hein. Patricia, vous avez certainement, parce que vous envoyez défiler dans votre cabinet des femmes malades. Oui, alors... C'est une réalité que vous constatez ? De toute façon, forcément, c'est un parcours du combattant hein, quand on a un cancer. Voilà, c'est pas. Il y a Rosalie qui dit, j'ai bien dit une sorte de maltraitance. Oui, alors. Merci Rosalie. Alors, je pense qu'elles se sentent pas forcément maltraitées quand elles sont dans le pronostic. Enfin, voilà, quand on leur dit, ben voilà, vous avez un cancer. C'est tout ce qu'il y a après, surtout qui est difficile. Et ça, c'est un sacré parcours. Tout ce qui, voilà, l'annonce du cancer, l'annonce de la thérapie, de ce qu'elles doivent subir, etc. De ce qu'elles subissent après, l'ablation, la reconstruction. Tout ça, c'est très dur, c'est très difficile. Ça peut mettre vraiment quelqu'un complètement... il faut avoir vraiment, je pense, une grande force pour passer toutes ces étapes. Donc oui, de toute façon, c'est déjà en soi une maltraitance d'avoir un cancer. On est sur le service public, on va faire œuvre utile et un peu de pédagogie. Alors, des questions qui vont vous paraître un peu naïves, mais le cancer du sein, est-ce qu'on en meurt aujourd'hui ? Le cancer du sein, comment ça se soigne ? On en meurt aujourd'hui, après, sur la deuxième partie du traitement. Je laisserai la parole à Dominique. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme et qui provoque, qui est la première cause de décès par mortalité
en tant que cancer. Donc oui, c'est 61 000 cas, vous le redisiez, par an et environ 12 000 décès. Donc oui, on en meurt, mais tout l'enjeu, et on en parlait en début d'émission, c'est de détecter le plus tôt possible pour pouvoir avoir les traitements et la chirurgie adaptée. Et alors moi, je veux juste, avant de passer sur l'aspect traitement, dire et mettre en lumière, et je trouve que c'est aussi ça le rôle d'Octobre Rose, évidemment qu'il y a toujours des failles, des choses à parfaire, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a énormément d'initiatives, énormément de progrès sur la recherche, et que c'est aussi l'occasion, ce mois d'Octobre Rose, de montrer à quel point ça avance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du chemin à parcourir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, mais je trouve que c'est le premier cancer qui provoque la mortalité chez les femmes. C'est important aussi de passer des messages en disant voilà tout ce qui existe. Et je trouve que ce mois d'information, c'est pour justement mettre en avant. Il y a beaucoup d'initiatives. On est quand même dans un pays, alors on est sur le service public. Évidemment qu'il faut les aider, évidemment qu'il faut donner plus de budget, mais on est quand même dans un pays où on a beaucoup de chance, même si évidemment qu'il reste des inégalités à l'accès des soins. Mais je trouve que on est plutôt chanceux et que faut dire que la recherche, c'est aussi un temps long et qu'il faut soutenir aussi cette recherche. Voilà. Professeur, comment on traite le cancer du sein, cancers du sein? Comment on traite? Il y a plusieurs manières, plusieurs façons. Oui, il y a plusieurs... les grands outils, en quelque sorte, ou armes, si on est un propos un peu guerrier, c'est la chirurgie. Ce qu'on appelle l'ablation de la tumeur, voire parfois quand la tumeur est trop importante ou quand il y a des ramifications, il y a parfois des situations un peu paradoxales, on dit c'est un cancer qui est très localisé dans les galactophores, mais comme c'est diffus, on va faire on va enlever la glande mammaire. Bien souvent, on peut faire une reconstruction, pas tout de suite, mais de façon différée. Donc, il y a la chirurgie, il y a également la radiothérapie, il y a ensuite en fonction des caractéristiques de la tumeur. C'est une tumeur qui est assez proliférante, qui est assez importante, on va faire une chimiothérapie. Et puis, après, ensuite, s'il y a une expression des récepteurs hormonaux, on va faire une hormonothérapie qui est plutôt une anti-hormone. On donne des anti-oestrogènes qui ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. Et puis, est arrivé ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Donc, le thérapie ciblée très importante, c'est par exemple l'herceptine. Quand il y a une amplification d'un facteur de croissance qui s'appelle HER2, un récepteur de facteur de croissance, eh bien, on va pouvoir donner un anti-récepteur de facteur de croissance. Et ça a bouleversé le traitement de ces situations qui étaient très, très graves. Jusque-là. Et donc, beaucoup d'efforts sont faits pour pouvoir donner le traitement qui convient. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Est-ce que tout le monde a le droit à une reconstruction? Tout n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, je crois. C'est ce que j'ai lu. Sur la reconstruction... Je ne suis pas experte, mais c'est un sujet, on en parlait tout à l'heure, dont on parle pas beaucoup. Et je crois qu'on y est venu assez tard en France, contrairement à d'autres pays, et que maintenant, pour avoir discuté avec des chirurgiens qui font de la reconstruction, on propose en même temps, c'est pas forcément qu'après, ça peut être de manière parallèle, être traité, mais aussi avoir une reconstruction. Monia, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités pour reconstruction, soit immédiate, soit plus tard. Mais la majorité des femmes, en tout cas les statistiques que j'ai, ne se font pas reconstruire. Elles vont plutôt mettre une prothèse. Et du coup, je voulais juste en profiter pour dire que il y a la possibilité donc de ne pas reconstruire, d'être en Amazone, d'avoir une reconstruction ou d'avoir une symétrisation en enlevant le second sein. Je ne sais pas du coup si Patricia, vous avez eu des patientes dans ce cas. Et là, il y
il y a des patientes qui ont témoigné aussi des difficultés à dire oui, les médecins sont réticents à enlever un organe qui est sain, un sein sain, mais c'est aussi un choix pour se réapproprier son corps et dans des cas de gêne aussi, d'éviter une récidive. Et donc, je sais qu'autour de moi, j'ai aussi des témoignages de chirurgiennes qui le proposent et qui laissent les patientes choisir plutôt que d'assumer que parce qu'on est jeune, on voudrait une reconstruction et l'inverse aussi, quoi. Patricia? C'est vrai que c'est un choix très personnel. Il y a effectivement des femmes qui préfèrent ne pas passer par une reconstruction et qui assument complètement le fait de ne plus avoir de sein. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et il y en a beaucoup, et on peut tout à fait aussi les accompagner. On peut très bien habiller un sein qui n'a plus de galbe. Concrètement, comment vous faites c'est peut-être dur à expliquer hors image, effectivement. Non, alors forcément, ça passe déjà par... du dessin, en fait. Oui, tout à fait. Alors déjà aussi par le dialogue, on se rencontre, on discute, on parle de... J'essaye de voir un petit peu ce que la personne, elle aime, ce qu'elle aimerait. Je lui montre des choses que j'ai pu faire, qui pourraient... l'inspirer, parce que souvent ce sont des personnes qui n'ont absolument jamais imaginé un jour se faire tatouer. Elles arrivent c'est une solution qui arrive parce qu'elles ont eu ce cancer, et donc le tatouage ne fait pas partie de leur vie. Elles n'auraient jamais imaginé un jour se faire tatouer. Donc il faut que je leur explique tout ce qu'on peut faire, et donc on en discute d'abord longuement. Et puis après, je fais un dessin. C'est toujours une œuvre unique, puisque toutes les femmes sont uniques, avec leurs envies. Et donc, au bout d'un moment, j'arrive à avoir un petit peu à percevoir ce qu'elles veulent. Et puis, je fais toujours un dessin, bien sûr, avant, que je leur propose. Donc je prends des photos, bien sûr, il y a aussi toute cette phase, donc elles sont obligées effectivement de me montrer, de se dénuder, de me faire voir aussi. Et souvent elles me racontent aussi un petit peu leur histoire. Donc on prend des photos. Et après, moi, en amont, je vais travailler sur photo, puisque je vais construire le projet. Moi, je suis une artiste pas du tout moderne. Je travaille avec mes crayons, mon papier. Je prends le temps. Je suis pas du tout quelqu'un qui travaille... je travaille très lentement, en fait. C'est vraiment un projet qui se fait très lentement. Donc ça passe par ce dessin. Et après, une fois qu'elles arrivent le jour J, alors je les rassure toujours en leur disant, bon, voilà, on a prévu ce dessin-là, mais il n'y a pas de souci si on va poser les éléments. Et souvent, je prends mon feutre et je dis, tiens, peut-être que là, on peut rajouter une petite branche, un petit feuillage, ou peut-être que celui-ci, on va le retirer, on va le positionner autrement. Jusqu'au jour J, rien n'est immuable. On peut toujours changer, améliorer. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une évolution. Combien ça coûte ? C'est une question de journaliste méchant, ça. C'est pas trop élégant. Ça dépend, ça peut... C'est pas obligé de répondre. Ça dépend des cicatrices à couvrir, parce que parfois... Non, mais un ordre de prix... Entre 500 et 1500 euros, voilà. C'est autour d'un petit Voilà, oui. Mesdames, je vois que l'heure tourne, j'ai promis de vous laisser filer à l'heure. Est-ce que c'est le mot de la fin qui veut prendre le mot de la fin ou les mots de la fin? Peut-être chacune vous avez le mot de la fin. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je voulais dire, en fait, pour parler de cette question de la féminité, chacune a une manière différente. Et en fait, vraiment, tout notre propos avec Maëlle, c'est de dire que chacune puisse choisir ce qui lui fait du bien, ce qui lui permet de se sentir bien dans son corps. Et souvent, c'est des choses qui ne sont pas remboursées. C'est le tatouage, c'est de la sophro. Et donc, il y a vraiment là aussi un enjeu de dire comment est-ce qu'on pense la maladie de façon sociétale. Comment est-ce qu'on peut en fait réfléchir aux soins au-delà du médical de façon globale. Et j'ai pas eu le temps de parler de la santé environnementale, mais du coup, quelle campagne de prévention on peut imaginer aussi pour réfléchir au lien entre les cancers et l'environnement et vraiment avoir une approche globale de la maladie. Voilà. Sandrine, Dominique, le mot de la fin.
Je crois qu'il faut vraiment saluer cette très belle initiative d'Evelyne Loder qui a disséminé dans le monde entier. Et Octobre Rose est un temps très particulier qui permet de parler, de parler du cancer du sein qui nous concerne toutes. Je dirais, nous sommes toutes à risque, pour ne pas dire à haut risque. Il faut en parler très simplement pour prévenir, pour faire un diagnostic précoce et pour avoir la capacité de poursuivre les recherches qui, encore une fois, sont faites avec toutes les femmes concernées. D'ailleurs, c'est un hashtag qu'on utilise beaucoup, tous concernés. Alors, on ne dit pas toutes concernées parce que, voilà, justement, pour être incluant ou inclusif. Oui, c'est pas de l'écriture inclusive, voilà, tous concernés. Mais tous concernés, c'est quelque chose, oui. Et puis, c'est vrai que ce mouvement d'Octobre Rose, il est extraordinaire. D'abord, c'est un formidable mouvement c'est un exemple de mouvement de décentralisation. Et avec toutes ces initiatives, c'est un mouvement très, très, très fédérateur. Et ça permet à tout le monde de pouvoir s'en emparer, y participer. Donc oui, très, très beau modèle. Et c'est le mot de la fin, c'est la fin de ce stream. Merci mesdames. C'est pas tout à fait la fin en réalité. Un petit mot pour que vous alliez faire un tour du côté des podcasts, et notamment à cette occasion particulière où on parle de cancer ce soir, pour parler un peu de notre consoeur Clémentine Vergniaud, qui est journaliste à la rédaction de France Info. Clémentine qui a 30 ans, qui se bat contre un cancer, et qui a décidé de raconter sa maladie dans un journal en 11 épisodes de 10 minutes. Cyril, tu peux peut-être passer la bande-annonce du podcast. En France, chaque année, 400 000 nouveaux cas de cancer sont détectés, 400 000 nouveaux malades, autant d'histoires comme celle de Clémentine. Alors moi, quand on m'a dit que j'avais un cancer, les 2 premières choses que j'ai dit à ma maman, c'est « Maman, je veux pas mourir » et « Maman, je veux pas perdre mes cheveux ». Clémentine a 30 ans, elle est journaliste à France Info. Il y a 1 an, elle a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer des voies biliaires. Depuis, elle vit avec cette maladie. Et quand je lui ai demandé de me raconter son histoire pour mieux faire comprendre ce que vivent les patients, Clémentine a dit oui et a accepté de m'ouvrir son journal. Je savais que c'était un cancer agressif, je l'avais compris. Mais là, je tombe sur des chiffres où c'est 10% de survie à 5 ans pour ceux qui sont opérables. Et je ne suis pas opérable. On m'écrit des tas de choses. On m'écrit souvent que je suis une battante, que je suis forte, que je vais m'en sortir. Des tas de choses qui m'horripilent en fait. J'écoute pas mal de musique, soit le matin ou quand je cuisine. Ou... Ah, est-ce que j'en ai une préférée ? Respire encore, je crois. Parce que voilà. Ouais, parce que respire encore. Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, un podcast original France Info à écouter sur l'application Radio France, les plateformes de podcast et franceinfo.fr. Vous pourrez retrouver le lien dans le chat. Ça parle de traitement, d'espoir, de déception. Ça parle de jours heureux et de jours beaucoup moins heureux. Je vous conseille chaleureusement. J'en profite pour faire coucou à Clémentine qui est hospitalisée en ce moment et qui respire encore. Clémentine qui nous manque à la rédac. Salut Clem. Merci à tous nos invités. Merci aussi à Cyril à la régie. Merci à Stéphanie au visuel. Merci à Mathis à la programmation. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord, vous trouverez le lien sur le chat, je pense que Julo l'a mis. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Demain, on va parler du Haut-Karabakh, vous saurez tout sur ce qui se passe en ce moment dans cette région que vous connaissez sans doute pas trop. On parlera aussi de métaverse, de livres avec nos amis de Numérama et de Mademoiselle. Il y aura aussi Julie Lotz qui sera avec nous, Julie qui était venue l'année dernière présenter son documentaire sur la pédophilie dans l'église et qui vient d'être sélectionnée pour le très très prestigieux prix Albert Londres qui récompense les très 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 bons journalistes. On aura aussi Théo de la rédac de France Info qui viendra nous donner des nouvelles de l'inflation et du prix des chips. Il paraît que ça va un peu mieux. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc demain de midi à 14h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Salut.